Et salut à toi, aujourd'hui on va parler du gros, du méchant, du dur, du super vilain. Ils sont souvent désignés comme les némésis du héros, leur opposé. Batman a le Joker, Spider-Man a Venom, Wolverine a les dents de sabre. Puis c'est pas compliqué de faire un méchant, tu prends le héros, tu lui donnes les mêmes caractéristiques que le héros, mais tu décides de faire le mal. Par exemple tu prends Flash, super vitesse, homme le plus rapide du monde, a été capable de traverser le mur du son plusieurs fois, puis tu prends le même en jaune. Hop, c'est bon, t'as son némésis. Mais parmi les ennemis qui ne font pas partie des némésis du super-héros, il en existe quand même qui pètent la classe. Tiens, prenons-en 3, par exemple, toujours chez notre ami Batman, on va parler cette fois de Double Face. Non mais c'est vrai quoi, son histoire respire la classe à plus de 300 mètres. Elle fait passer Justin Hammer pour sa petite pute. Alors je reprends depuis le début. Harvey Dent, un très grand ami de Bruce Wayne, avocat de profession, jouant souvent avec la chance. Petit détail que je trouve excellent, Harvey Dent possédait une pièce avec deux côtés face, ce qui avait son utilité. Mais lors d'un procès qui tourne mal, Harvey se fait asperger la moitié du visage d'un acide, il devient donc double face. Batman est donc condamné à combattre son meilleur ami. Et au fil du temps qui passe, Harvey développe une double personnalité, une sorte de schizophrénie. Il juge toujours ses victimes avec sa fidèle pièce, mais cette fois à brûler d'un côté. Il se revendique alors comme le juge de Gotham. Bon, personnellement, si je vois un juge comme ça, moi je m'en vais. Comme deuxième personnage que j'ai choisi qui vole des tours, j'ai choisi de vous parler cette fois du Bouffon Vert. Alors là, préparez-vous quand c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Et il a ses raisons. Le Bouffon Vert est l'alter ego maléfique de Norman Osborn, le père du meilleur ami de Peter Parker. Bon, donc déjà là, ça pue la bite. Le personnage du Bouffon Vert a un lien avec la fête d'Halloween, que ce soit dans ses baumes en forme de citrouille ou encore dans le masque de gobelin qu'il porte. Bon, c'est sûr qu'il passe pas inaperçu dans la rue, puis je suis pas sûr qu'il puisse aller faire ses courses tranquilles comme ça. Mais bien évidemment, il ne possède pas que ses capacités, il a obtenu des pouvoirs venant d'un sérum, ses pouvoirs sont les suivants. Alors, le sérum lui a accordé à Osborn une agilité, une force, une vitesse, une endurance et une dextérité surhumaine. Sa force est supérieure à celle de Spider-Man. Le Bouffon est dangereux au corps à corps, il semblerait que sa force augmente au fil des années, grâce au sérum qu'il a absorbé jadis. Et c'est pas fini, le Bouffon dispose aussi d'une intelligence surhumaine, faisant de lui un génie capable de faire des percées dans les domaines tels que dans la génétique, la robotique ou l'ingénierie. Mais c'est toujours pas fini car le Bouffon Vert possède également une capacité de régénération rapide qui lui permet de guérir rapidement selon la gravité de ses blessures. Sa peau est à l'épreuve des balles de petit calibre. C'est un monstre. En effet, la formule du gobelin a rendu Osborn fou et ses défauts de sa personnalité ont été fortement augmentés par le sérum, ce qui entraîne chez lui de dangereux sauts d'humeur et des hallucinations. On peut dire que c'est pas un ange, c'est plutôt un bouffon. Alors cette fois-ci, il s'agit pas de personnages mais d'un groupe de personnes. Pour ceux qui ont vu le dernier X-Men en date, ils voient de qui je veux parler. Alors je vous explique, le professeur Bolivar Trask, oui c'est lui, pour moi c'est Tyrion avec une moustache, mais bon ce n'est pas grave. Donc, le professeur décide de créer des super machines pas gentilles pour exterminer les mutants, leur nom, les Sentinelles. Bon, jusque là vous allez me dire que c'est juste des simples machines pas gentilles, sauf que non, en fait ces sentinelles, elles réussissent à prendre le pouvoir, et Bolivar Trask, se rendant compte de son erreur, essaye de les arrêter. Mais il meurt. Je crois bien qu'il n'était pas de taille. Alors pourquoi d'après moi les sentinelles sont des méchants, super méchants? Parce que tout simplement, elles ont préconscience d'elles-mêmes et que leur but est d'exterminer les mutants. Vous voyez comme ça finit dans The Days of Future Past. Et puis si elles voudraient, elles pourraient largement exterminer tous les humains, puisque leur seul maître, c'est elles-mêmes. Bon, de retour à nos chers Némésis, pour vous montrer que même s'ils sont pas très originaux, ils sont quand même super badass. Alors je vais vous faire un petit top 10 des Némésis à connaître, que ce soit chez Marvel et DC Comics. Oui, vous avez bien compris, je vais mélanger les super-héros DC et Marvel. Bon, j'aime pas trop faire ça, mais c'est pas grave, pour un petit top, on va bien le faire. Allez, c'est parti. Numéro 10, Crâne Rouge. Crâne Rouge est le némésis de Captain America, retour sur son histoire. Johann Schmidt, un Allemand qui a eu une enfance difficile, mais bon, même durant son enfance, il était pas très sympatoche. Par exemple, il assassina une fille qui refusait de l'aimer. Plus tard, il devient le bras droit d'Hitler, il prend le nom de Crâne Rouge. Mais lors de la Seconde Guerre mondiale, il meurt sous l'écroulement d'un château, mené d'une attaque de Captain America.
Bon, bien évidemment, vous vous en doutez, ça ne se finit pas comme ça, un gaz expérimental le maintient en vie. Petit détail intéressant, peu après sa mort, un agent allemand prit l'identité de Crâne Rouge, et c'est ce même Crâne Rouge qui enleva les parents du pauvre jeune Peter Parker. Plus tard, quand le vrai Crâne Rouge réapparut, il fit plusieurs complots, que ce soit avec l'AIM ou encore l'Hydra. Pour ce qui est du personnage en lui-même, c'est tout comme Captain America, bien évidemment, sans bouclier. C'est un combattant remarquable et un tireur hors pair. Comme je l'ai dit, Crâne Rouge n'a pas de bouclier, mais il emploie souvent des armures très high-tech. Crâne Rouge, c'est surtout un expert en complot et en manipulation diplomatique. Si la tête de Crâne Rouge ressemble à ça, oh mon dieu. C'est surtout parce qu'il a respiré son propre gaz, la poussière de mort, c'est son nom. Bon, sur ce coup, il n'a pas été très intelligent, le Crâne Rouge. Originellement, Crâne Rouge portait un masque, mais après avoir respiré sa poussière, sa tête a pris la forme du masque et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Numéro 9, Black Adam. Alors l'histoire de Black Adam est assez complexe, alors je vais faire au plus simple. Allez, c'est parti. Dans l'Égypte ancienne, Shazam était un vieux sorcier, son but était de protéger la terre, et c'est pour cela qu'il donna des pouvoirs à T-Adam. Des pouvoirs, et pour les obtenir, il suffit de crier Shazam! Pourquoi Shazam? Tout simplement pour les noms des 6 dieux égyptiens. Le S pour Chou, il devient invulnérable, pas besoin de se nourrir, de manger et de respirer, c'est donc pour cela qu'il peut respirer dans l'espace. Le H pour Eru, qui lui donne une vitesse de déplacement et des réflexes surhumains, il peut aussi voler. Le A pour Amon, avec cela il obtient une force physique impressionnante, presque égale à celle de Superman. Le Z pour Zeuti, Black Adam obtient une grande sagesse. Le A pour Aton, il obtient une invulnérabilité à la magie et à la capacité d'invoquer la foudre. Le M pour Mehen, Black Adam perd toute peur potentielle et gagne une confiance absolue en lui et aussi très résistant aux attaques télépathiques, c'est toujours très utile. T-Adam était au service du prince Khufu jusqu'à ce que ce dernier ne meure. Très affecté par la mort de celui-ci, il décide d'utiliser ses pouvoirs à des fins personnelles. Il prend donc le pseudonyme de Black Adam. Malheureusement pour lui, Shazam lui confisque ses pouvoirs et les bloque dans une vieille amulette en forme de scarabée. Puis il cache cette amulette. Plus tard, en faisant des recherches en Égypte, 3 chercheurs, dont un certain Théo Adam, trouvent la vieille amulette. Mais Théo décide de l'obtenir pour lui seul, tue ses équipiers, oui c'est un chic type, puis il obtient donc les pouvoirs de Black Adam. Mais ce n'est pas tout, il retrouve aussi la mémoire de Black Adam. Pendant ce temps, le vieux sorcier Shazam décide de prendre un nouveau champion. Son regard se tourne donc vers Billy Branston. Black Adam, n'aimant pas cette nouvelle, devient l'ennemi de Billy, et donc il devient son némésis. Petit détail, pour Billy, les lettres changent. Le S de Salomon pour la sagesse, le H de Hercule pour la force, le A de Atlas pour l'endurance, le Z de Zeus pour sa puissance, le A de Achille pour le courage, et enfin le M de Mercure pour sa vitesse. Numéro 8, Dents de Sabre, suite à une dispute de Dents de Sabre tua son frère. Durant le reste de son adolescence, il se faisait battre par son père. Il était en plus de cela enfermé dans la cave. Un jour, il réussit à s'échapper et il tua ses parents. Sous le nom de Victor Creed, il fit la connaissance de Logan, lequel possédait des pouvoirs similaires aux siens. Il haïssait l'amour qu'il y avait entre Logan et une indienne nommée Silver Fox. Dents de Sabre l'attaqua, la viola et la laissa pour morte. Ouais, il est pas sympa lui non plus. Dents de Sabre est surtout connu pour être quelqu'un de sanguinaire qui a soif de sang. Il a plusieurs fois commis des crimes en tant que mercenaire, mais a toujours été du mauvais côté. S'il a voulu se faire soigner par les X-Men sans succès puisqu'il s'est échappé en blessant gravement Psylocke. Ses pouvoirs, vous les connaissez sûrement, ce sont les mêmes que Wolverine, c'est-à-dire une régénération rapide. Le fait qu'il puisse se régénérer lui permet de vieillir plus lentement qu'un humain normal, cependant son âge reste inconnu.
Danza possède aussi un sens très aiguisé et donc la capacité de voir dans le noir. Son sens aiguisé de l'odorat lui permet de traquer ses proies avec succès. Il possède une force surhumaine. Son apparence indique clairement qu'il a subi une mutation animale, notamment à cause de l'aspect aiguisé de ses canines et des ongles qui ont fait des griffes. Il possède tout comme Logan un corps en adamantium, et bien qu'il ait l'air stupide, Dents de Sabre est extrêmement intelligent. Numéro 7, Sinestro. Sinestro est originaire de la planète Korugar. Il est un ancien Green Lantern, mais il est devenu dissident. Il a décidé de quitter les Green Lantern pour rejoindre les Yellow Lantern, fondation qu'il a lui-même créée. En tant que Green Lantern, Sinestro pouvait matérialiser tout ce qu'il voulait par la simple force de la volonté. Déjà la méga classe, voler dans l'espace à l'infini, mémoriser toutes les langues de l'univers, encore une fois méga classe, et apprendre des connaissances du prédécesseur de l'anneau. La différence avec les Yellow Lantern est que, au lieu de recevoir toutes les connaissances de ses prédécesseurs, il se nourrit de la peur de ses ennemis pour augmenter en puissance. Sinestro a une peau de couleur magenta et un très grand front. Il est aussi un extraterrestre très grand. Numéro 6, Loki. Loki est le fils de Laufey, le roi des géants de glace. Il mourut dans un combat contre Odin, le roi d'Asgard. Après sa victoire, il décida d'adopter Loki, aux côtés de son fils biologique, Thor. Durant son enfance, Thor était souvent mis en avant par rapport à Loki, qui restait caché derrière les raisons pour lesquelles que les Asgardiens valorisaient le courage, la force et le don pour le combat. Toutes ces qualités, Thor les avait, contrairement à Loki qui lui avait des qualités bien différentes dans les domaines de la ruse et de la magie. Il se plongea donc dans ces domaines et devient vite le dieu de la tromperie et du mensonge. Au fil des années, la jalousie qu'il portait à l'égard de Thor se transforma vite en haine, et plus les années passèrent et plus il souhaitait la mort de Thor. Après que Thor fut exilé sur Terre, Loki apprit que ce dernier avait pris une carrière de super-héros. Loki rendit plus visite sur Terre, créant au passage plusieurs super-vilains, destinés à combattre Thor. Oui, Loki, il est comme ça, il fait des cadeaux. Loki faisait partie de la race des géants de glace, il est supérieur à n'importe quel humain, et grâce à la consommation de pommes d'or, Loki ne vit pas, si bien qu'il dépasserait des millénaires. Il possède aussi un talent pour la magie, si bien qu'il peut faire sortir un lapin de son... Non, c'est pas ça. Il possède un don pour la magie, son apparence peut changer, sa téléportation est utilisée à volonté, l'illusion... et la projection d'éclairs et toute autre projection de magie qu'il possède, et également une vision accrue. Numéro 5, le docteur Fatalis. Le docteur Victor Von Fatalis a lui aussi connu une enfance difficile. Il a grandi dans une famille de... Il a un père guérisseur et une mère sorcière. Avec des parents comme ça, tu m'étonnes que ça tourne mal. Enfin bref. Plus tard, l'autorité du pays, en l'occurrence la Latvérie, qui se situe en Europe, dans l'Ouest, bref, elle ne supporte pas que les gitans, elle veut les tuer, oui c'est plutôt radical. Mais pendant une révolte, la mère de Victor se prit une balle et mourut. Quelques années plus tard, le père de Victor se fit commanditer par le baron, Drasen, le big boss de la Latvérie. Le baron souhaitait que ce dernier guérisse sa femme, mais sachant que cela était impossible, le père de Victor décida de fuir le pays par peur. Il a pris avec lui son fils, ils partit tous deux vers les montagnes profondes de la Latvérie. Alors que l'hiver arriva et que les soldats les chassaient tout en fuyant, il rencontra Boris, un de leurs amis de la tribu. Mais le père de Victor était mourant. Il décida alors de se sacrifier pour sauver son fils. Il était alors rempli de haine contre la société qui, pour lui, était responsable des meurtres de ses parents. Plus tard, avec l'héritage de ses parents, Victor fit le profit d'une grande connaissance et se fit repérer par un scientifique américain. Ce dernier lui donna une bourse pour aller étudier en Amérique, ce qu'il fera. Il fera aussi la connaissance de Red Richard, qui à ce moment-là n'a pas encore ses pouvoirs. Victor était un scientifique brillant, il devait essayer de mettre au point une machine pour communiquer avec sa défunte mère. Red Richard, relisant ses notes, lui signale un problème.
Bien évidemment, il n'en tient pas compte. La machine explose, lui brûlant le visage et une partie de son corps. Il est alors expulsé de l'université. Il tient pour seul responsable de son échec Monsieur Richard. Et oui, ce qui explique pourquoi ils se haïssent tant tous les deux. Victor décide de se rendre au Tibet, dans un monastère qui peu de temps après dirigera. Les moines plus tard lui conçoivent une armure. Bon, personnellement, je trouve que les moines y gèrent la fougère. Victor ne quittera donc plus jamais son armure. De retour en Latverie, le docteur Fatalis va renverser la tyrannie régnante et s'autoproclamer monarque absolu. Il va apporter la paix et la prospérité aux habitants du pays, notamment grâce à la science et à la robotique. Et c'est là que le personnage le trouve intéressant. Le docteur Fatalis n'est pas si mauvais que ça. Bon là vous allez me dire que je suis fou, et qu'il a quand même envahi le monde plusieurs fois. Mais je vais vous répondre que justement, oui, il a envahi le monde et que le docteur Fatalis a pris le pouvoir du monde pour la seconde fois, et que sa politique étant que la paix et la prospérité, avec une égalité pour chacun, à une seule condition, que tout le monde soit soumis à lui. Donc non, Fatalis n'est pas méchant, c'est juste un personnage voulant la paix, mais qui malheureusement enfreint la loi pour y arriver. Alors pour ce qui est des pouvoirs du docteur, elles sont très vastes. En effet, grâce à son génie en robotique, il a souvent créé des machines pour arriver à ses fins. Mais la création la plus connue qu'il a réalisée est celle du Fatalibot, ou Doombot dans sa version originale. Étant une copie de lui parfaite, il peut essayer d'envoyer son robot en mission à sa place, et quand il doit combattre contre ses ennemis, il s'en rend compte à la fin que ce n'était qu'un leurre. Sa connaissance lui a aussi donné la capacité de voler des pouvoirs d'autres héros, tels que le surfeur d'argent. Son armure lui donne aussi la capacité de survivre dans des milieux hostiles, tels que dans l'eau ou dans l'espace. Elle est alimentée par une pile atomique miniature qui pourrait créer un champ de force, et aussi la capacité de lancer des éclairs. Il peut donc éviter tout combat inutile. En tant que monarque absolu de Latverie, Fatalis bénéficie d'immunité diplomatique, rendant son arrestation impossible pour la police des États-Unis. Le Shield ne peut donc rien faire pour l'arrêter. Il a aussi un contrôle total sur les ressources naturelles et technologiques de sa nation, ainsi que sur son économie, sa main-d'œuvre et ses forces militaires. Numéro 4, le professeur Zoom. Eobard Thawne est né dans le futur, un futur où les crimes sont illégaux car perte de temps, où la naissance de chaque individu est programmée. Eobard se sentait rejeté par ses parents, le petit enfant ayant même un héros, mais que celui-ci appartenait au passé, Flash, plus précisément Barry Allen. Oui, parce que lui aussi il a eu plus de 4 Flash, Barry étant le deuxième. Eobard Thawne était tellement passionné par son héros qu'il étudia la force véloce. Mais malheureusement à cette époque, l'étude de cette force était totalement interdite. Il se retrouva donc en prison. À la sortie de cette prison, il apprit que ses parents étaient morts, ce qui le fragilisa énormément. Il réussit à obtenir les mêmes pouvoirs que Flash en reproduisant l'expérience qui lui avait donné ses pouvoirs. Il décida, grâce à ses nouveaux pouvoirs, de remonter le temps. Mais malheureusement, il se retrouva dans un passé où Flash était mort. Il apprit par la suite que la mort de Flash était causée par ses coups. Désorienté par cette révélation, tu m'étonnes, il décida d'aller dans un passé où Flash était encore en vie. Mais cette fois, pas pour leur raconter son modèle, mais pour tuer son adversaire. Et Eobard était devenu le némésis de Flash, le Nega Flash. Alors pour ce qui est des pouvoirs de Eobard, sont très similaires à Flash, ce sont les suivants. Il a la capacité de se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière, de frapper plus de 100 coups par seconde, de courir sur l'eau, de créer des cyclones, de faire vibrer les molécules pour traverser les objets solides. Alors là on rentre le top 3, la crème de la crème, ceux qui sont les plus terrifiants, les plus musclés et les plus dangereux. Voici les 3 meilleurs. Cependant, je précise que c'est personnel, c'est un avis personnel, tout à fait possible que vous ayez différent, alors dites-le moi, mais voici les top 3 de ceux que je préfère. Et numéro 3, Magneto. Max Reinhardt, alias Magneto, est né des parents juifs en 1926 à Bref, en Allemagne. Après cette triste nuit de cristal, la famille de Max décida de fuir l'Allemagne. Malheureusement, peu de temps après, il fut envoyé dans un goulag de Varsovie. Un jour, la famille de Max décida de fuir du camp. Encore une fois, ils se firent rattraper par les forces allemandes. Ils se firent fusiller. Max, lui, quant à lui, résista et survit. Quelques années plus tard, Max se marie avec Magda. Ils eurent un enfant, mais quelques temps plus tard, cet enfant mourut d'un incendie d'une maison. Max n'a pas pu le sauver car la foule le bloquait. Fou de rage, il tua la foule entière et tous les citadins aux environs.
Magda s'enfuit de peur, découvrant plus tard qu'elle est de nouveau enceinte. Après avoir donné naissance aux jumeaux Pietro et Wanda, Vivarchant et la sorcière rouge, Magda disparut. Plus tard, Max fit la rencontre de Charles Xavier. Ce même moment, certains hommes politiques se posèrent la question du véritable visage de l'humanité et la possible apparition d'une nouvelle race, ce qui rapprocha les deux hommes, bien qu'aucun d'eux ne connaisse l'existence des pouvoirs de l'autre. Plus tard, Max prit le prénom de Eric. Le matricule que Eric a tatoué sur son bras lui rappelle à jamais quel comportement les êtres humains peuvent adopter envers les individus qu'ils jugent différents. Eric tente néanmoins de refouler cette haine et de mener une vie ordinaire. La capacité principale de Magneto étant de contrôler le métal. Non, pas ce métal-là. Voilà, celui-là. Il peut donc défoncer Colossus et Wolverine. Il peut aussi créer un champ de force autour de lui, ce même champ de force peut être utilisé pour l'éviter dans les airs, toujours très pratique. Et numéro 2, Venom. Venom n'est pas un personnage à lui tout seul, mais c'est un symbiote, une sorte de virus qui recouvre totalement l'hôte. Spider-Man était le premier à le porter, il est aussi le premier à l'avoir combattu. Je vais vous lister quelques hôtes de Venom, les plus connus. Le premier, et surtout le plus connu, est celui de Eddie Brock. Eddie travaille dans le Daily Bugle, mais un jour il se fait licencier. Au bord de la dépression et atteint d'un cancer, Eddie décide de se suicider. Alors qu'un jour il décide de partir à l'église Notre-Dame des Saints, le symbiote se lia avec lui, guérissant le cancer d'Eddie, laissant volontairement le symbiote contacter avec lui. Plus tard, quand Eddie comprit que son cancer allait le tuer, il décida de mettre le symbiote aux enchères. Bon, déjà c'est pas une bonne idée. Puis Don Fortunatio le racheta pour son fils, pour prouver à un autre sa supériorité. Venom trouva donc un autre hôte, mais il se rendit vite compte qu'il était faible. Alors lorsqu'un jour il combattait Spider-Man, le symbiote lâcha dans le vide et il fit une grande chute. Il ne survit pas. Après avoir abandonné son hôte précédent, le symbiote extraterrestre propose à McGarren, alias le super vilain le Scorpion, de s'associer à lui. Ce dernier accepte et fusionne avec le symbiote. Le préférant à tout nouveau costume de Scorpion, ce qui lui avait été créé par Norman Osborn, le même qui avait révélé l'identité secrète de Spider-Man, McGarren est un Venom bien plus cruel et violent que ses prédécesseurs. Le symbiote le rendant encore plus psychopathe qu'il ne l'était déjà, depuis le traitement ayant fait de lui le Scorpion. Mais il se fit reprendre le symbiote par Eddie qui était devenu l'anti-Venom. Le gouvernement a récupéré le symbiote et le propose à Flash, ancien soldat ayant perdu ses deux jambes. L'extraterrestre lui constitua deux jambes et lui permet de devenir un agent spécial de guerre. C'est le premier Venom agissant exclusivement pour le bien. Son apparence n'est donc plus monstrueuse mais ressemble plutôt à une tenue de noir de soldat. Il fait actuellement partie des Gardiens de la Galaxie après avoir été au sein des Vengeurs Secrets. Et petite anecdote, Venom a même eu un jour Wolverine comme hôte, bien entendu ça n'a pas duré longtemps, mais comme ça, vous le saurez, il avait même un surnom, Volvenom. Et enfin le numéro 1, celui qui fait passer tous les autres pour des grosses tapettes, je vous demande d'accueillir le Joker. Bon, c'est pas une grande surprise, mais bon, d'un côté, cette place lui revient de droit, en tant que prince du crime. Pour le Joker, je ne vais pas expliquer ses origines, mais je vais vous expliquer en quelques points pourquoi il met la misère à tout le monde et fait passer Galactus pour un amateur. Premier point, le Joker veut juste jouer avec Batman. À plusieurs reprises, Joker pouvait connaître l'identité de Batman, mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est Batman qui l'intéresse et non Bruce Wayne. Il veut juste jouer avec lui, il ne veut pas le tuer. Vous en connaissez beaucoup, vous, des ennemis qui veulent juste jouer avec l'adversaire. Même s'il fait souvent des blagues douteuses, pour lui Batman a besoin du Joker et le Joker a besoin du Batman. Si un meurt, l'autre aussi. Il est instable et même s'il est conscient de sa folie, il veut lui juste récupérer et donc il ne cherche jamais à se soigner. Mais plutôt à tout faire pour s'amuser. Même si des fois il fait partie des groupes de criminels, à la fin c'est toujours le Joker qui gagne. Il est imprévisible et ses sauts d'humeur le rendent encore pire. Le Joker a conscience qu'il n'est qu'un personnage de comics et c'est pour ça qu'il sait que quoi qu'il arrive, il survivra toujours. Et moi, qui trouvais mes blagues tellement mauvaises.
Donne-moi une raison valable qui m'empêcherait d'ordonner qu'on t'arrache la tête. Pourquoi pas un petit tour de magie? Vous voyez ce crayon? Je vais le faire disparaître. Tada! Ça y est. Disparu, le crayon. Oh, à propos, le costume, il a de la classe. Et c'est toi qui l'as payé, je te signale. Allez, si ce que tu viens d'écouter t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Je vous dis à plus, c'était Monsieur Bugny pour vous servir. Numéro 8, Dents de sabre, suite à une dispute... Waouh, nouveau mot.